Donc à l'occasion des festivités qui ont entouré le 375e anniversaire de la ville de Montréal, l'organisme Comptoir Public, associé à des artistes et à des médiateurs culturels, a lancé le projet des Postes du Futur dont on va vous parler. Donc durant l'été 2017, à bord d'un camion aménagé en bureau postal, le groupe a sillonné les 19 arrondissements de la ville de Montréal en vue de récolter des messages des résidents sur des cartes postales imprimées qui seront acheminées dans 25 ans aux destinataires de leur choix. La richesse du projet de récolte de récits et de médiation dans l'espace public, comme celle du matériau, ouvrait de nombreuses pistes d'analyse et de recherche. Et on s'est notamment intéressé, Katharina et moi, sur les nostalgies qui étaient véhiculées par le support qui est la carte postale, aussi bien de la part des publics qui ont rempli ces cartes postales que de la part des instigateurs du projet qui les ont produites. Et comme vous le savez, surtout celles et ceux ici qui ont déjà travaillé un peu sur la nostalgie, les travaux récents sur la nostalgie en sciences des médias et de la communication mettent l'accent sur les industries médiatiques, les aspects esthétiques et narratifs, les interactions en ligne, par exemple, ou encore sur les liens plus généraux entre communication, médias et nostalgie. Et avec notre contribution, le travail de recherche avec Magali, on visait plutôt à combler un manque d'études de terrain sur le phénomène communicationnel de la nostalgie en posant la question du temps et de l'espace dans un environnement précis et un projet culturel spécifique. Et ce qui rend les Postes du Futur fascinantes est bien sûr la perspective artistique d'abord, qui est à l'origine du projet, mais aussi la possibilité de s'intéresser aux nostalgies des personnes vivant ou transitant dans la même ville via un outil de communication ancien, un média archéologique si vous voulez, qui est donc la carte postale. Donc il y a plusieurs questions de départ en fait, qui nous ont guidés dans ce projet, elles sont de trois ordres. Premier ordre, en fait, les expressions nostalgiques repérées en amont, aussi bien dans le contenu écrit des cartes postales que sur le site web du projet ou dans le discours des instigateurs et des instigatrices du projet. Donc est-ce que ces expressions nostalgiques, est-ce qu'elles visent réellement l'avenir ou est-ce qu'elles sont plutôt une réaction aux crises du temps présent ou est-ce qu'elles demeureraient encore davantage ancrées dans le passé, un passé révolu? Est-ce qu'elles suivent des logiques probabilistes, c'est-à-dire contenues dans le registre de ce qui est prévisible, ou est-ce qu'elles suivraient davantage des logiques prospectivistes, c'est-à-dire qui prendraient l'appel à l'imaginaire justement et à la fiction pour imaginer quelque chose d'inconnu? Et d'autres questions qu'on s'est posées, par exemple, sont quelle place prend la carte postale en tant que média dans ce projet? Agit-elle comme relique ludique du passé, comme manifestation d'un souhait à une matérialité autre que l'objet numérique, ou encore comme une façon de contrer l'accélération de la communication à travers la performance et la multiplication des dispositifs. Existe-t-il par ailleurs des liens entre la carte postale comme média, son caractère artistique, et les messages écrits par les résidentes des arrondissements montréalais? Le cas échéant, se dégage-t-il un mode ou un mood nostalgique, donc une esthétique plutôt nostalgique ou une ambiance nostalgique de ces cartes? Enfin, c'est le troisième grand ordre de questionnement, est-ce qu'il est possible de considérer qu'un récit commun prenant la température sociale et politique du temps présent se tisse à travers l'ensemble de ces cartes postales, ou s'agit-il davantage d'une expression singulière et personnelle, voire intime, pour 2042? Quelle est alors la part précisément d'intime et de social, et que nous apprend-elle, cette part-là, des aspirations, projections, désirs, craintes des résidents des arrondissements de Montréal qui se sont finalement prêtés au jeu? Le cas échéant, ces écritures de soi et les récits qu'elle propose, de quels avenirs nous parle-t-il, ou elle, et de quelle société? Voilà. Et puis donc ces trois ordres de questionnement qu'on vous a présentés rapidement relèvent donc de la temporalité future ou en devenir, du média, donc la carte postale, et du récit de soi. Et c'est ces éléments-là qui ont conduit à la recherche menée et donc on vous présente un peu les résultats aujourd'hui. C'est Guillaume qui va présenter un peu le projet. Le projet, donc les Postes du Futur, c'est né un peu quand le 375e est arrivé, on voulait s'inscrire là-dedans puis voir comment on pourrait tracer un lien de 2017 à 2042 qui serait porté vers l'avenir et non pas nécessairement dans un regard historique tourné vers le passé de Montréal, puisqu'il y avait beaucoup de projets quand même dans ce sens-là. Donc, on a développé un projet d'écriture, de médiation culturelle. On est quatre à avoir créé le projet. Antoine Baudouin-Gentès, Gabriel Léger-Savard, puis Chloé Saint-Cyr. Puis on vient tous on vient du théâtre et du design graphique.
Donc, de la façon que ça s'est déroulé, on s'est d'abord, on a approché des artistes pour faire les 39 cartes pour les 19 arrondissements. Puis les médiateurs, animateurs qu'on appelait postiers du futur sur place avaient des costumes d'un designer qui s'appelle Rad Ourani, pour ceux qui connaissent, qui nous ont permis d'avoir des costumes un peu intemporels, voire futuristes, qui correspondaient bien au type de projet qu'on voulait faire. Puis, pour aller d'un arrondissement à l'autre, donc c'était, comme vous avez vu sur le calendrier, là, en 2017, là, je ne me rappelle plus, mois de mai à septembre, quelque chose comme ça, on avait un camion de poste, style food truck, qu'on a transformé en camion postal avec une boîte postale intégrée qu'on pouvait tirer. Donc, on s'installait dans les parcs, on distribuait 2 cartes gratuitement. Parmi des modèles qui sont là, je crois que c'est pas exhaustif parce que les cartes étaient dans une boîte dans le fond de mon cabanon. Fait que c'était un peu difficile d'accès, mais bon, il y en a pas mal. Puis on les distribuait gratuitement. Puis on invitait les gens à réfléchir sur quel morceau d'histoire ou de votre histoire vous aimeriez envoyer vers l'avenir. Ou encore, quel souvenir du présent vous aimeriez transmettre dans le futur. Puis, c'était accompagné ça d'un manifeste qu'on distribuait sur un autre carte que malheureusement, je n'ai pas amené, mais qui est peut-être dans les... plus loin, là, dans les diapositives, où il y avait, disons, une phrase qui résume un peu l'angle qu'on voulait prendre avec ce projet-là. La phrase sur le manifeste, parce que meilleur demain ne sera que la conséquence imprévisible du présent, inspiré du refus global. Nous avons réuni des milliers de personnes aux 4 coins de l'île pour imaginer le futur d'une ville à la hauteur de nos désirs. Donc c'était pas mal ça l'axe, la direction artistique et de réflexion qu'on voulait. Que, pour faciliter l'écriture, souvent une carte postale, pour donner un peu l'idée de quoi écrire, ce qui aide souvent, c'est de savoir à qui on écrit. Et donc, un des angles pour faciliter l'écriture dans notre approche sur le terrain, c'était entre autres de fournir un bottin avec différentes institutions montréalaises dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, les musées, le sport, bref, tout ce qui concerne la vie publique. Puis, sur les 19 arrondissements, on a récolté pas loin de 10 000 cartes, en fait. 10 000 cartes, ouais, puis c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que là, il y avait comme une prise de parole à travers ces cartes-là par l'intime qui était très intéressante. Alors, ça a l'air à faire le tour pour ce que j'ai à dire pour l'instant. C'est ça. Donc, suite à ça, on a développé différentes problématiques et questions de recherche, comme vous le faites aussi dans vos travaux. On s'est posé la question sur le caractère de la prospective ou de la nostalgie du futur dans ces cartes. Et en effet, sans être noire ou blanche, bénéfique ou maléfique, créative ou abusive, réflexive ou régressive, la nostalgie se situe souvent dans une zone grise, non de l'entre-deux, mais de l'entre-plusieurs. Elle rappelle les temps et les lieux qui ne sont plus accessibles ou qui ne l'ont jamais été. Elle peut également désigner le désir de retourner à une époque passée qui n'a pas été vécue, le regret d'un passé qui n'a jamais été, mais qui aura pu être, ou encore d'un avenir qui jamais ne sera, ou qui le sera peut-être. Mais l'irréversibilité du temps, donc je me réfère ici à Yankelevitch, peut entraîner une nostalgie visant l'avenir en créant un espace d'attente qui sert de rétroviseur inversé futuriste. Donc la nostalgie n'est plus partie intégrante du passé, mais se transporte virtuellement vers un temps et un espace inconnus. Les postes du futur, en tant que projet de médiation artistique, s'insinuent clairement dans cet aspect, pointant vers une forme de nostalgie du futur, autrement dit, vers cet aspect de la nostalgie relevant davantage d'une imagination du temps qui viendra. En effet, circonscrite par son médium qui est la carte postale, dans une esthétique du vernaculaire qui permet la rémanence d'une forme du quotidien du passé, l'événement proposé transpose en effet dans un futur finalement planifié qui est 2042, comme l'a dit Guillaume, la trace d'un passé et d'un présent qui sont révolus. En ce sens, la carte postale écrite au présent et destinée à un futur qui est finalement lointain devient et est comprise comme une future trace de projection du temps passé. Donc, différentes questions. Dès lors, cette mécanique de projection dans le futur, mise en place dans les séances d'écriture publique dans ces parcs montréalais, se situe-t-elle dans un continuum, vous l'avez à l'écran, temporel entre passé et avenir? Demeure-t-elle une composante du temps présent
ou permet-elle de voyager à travers les temporalités pour ouvrir l'horizon des possibles? Autrement dit, le dispositif de la carte postale et le protocole de médiation mis en place ont-ils davantage une dimension prospectiviste ou davantage une dimension nostalgique? C'est la question qu'on s'est posée. Pour aller plus loin, œuvre-t-il davantage du côté de l'imagination du possible par le recours à l'imaginaire et à la fiction qui caractérise la prospective, c'est ce que demande notamment Michel de Certeau, ou relève-t-il davantage d'une logique, d'une nostalgie du futur qui porterait des traits utopiques ou plutôt rétrotopiques, pour reprendre l'expression de Zygmunt Bauman dans un ouvrage assez récent de 2017. Et puis, suite à nos pré-analyses, on n'a pas travaillé sur 10 000 cartes postales avec Magali et Guillaume, mais sur quand même un échantillon de 1000, je dirais. Puis au départ, un échantillon de 150. Par la suite, on est allé jusqu'à 1000. Et dans les pré-analyses, en fait, le premier échantillon, on s'était déjà rendu compte que la dimension prospective, en fait, de ces cartes postales a été écartée comme caractéristique centrale. Et les multiples facettes de la nostalgie, en revanche, se dégageaient davantage. Et ces facettes-là renvoient ainsi à une idée de la carte postale comme lieu de l'expression de l'intime ou du quotidien, orienté vers la temporalité du passé ou du passé qui est en devenir dans l'avenir. Donc plutôt comme une expression d'une projection scénarisée du futur ou comme la version amplifiée du présent. S'il est dans les cartes postales question du futur, c'est ainsi plus dans sa version technologique, voire futuriste, donc en lien avec les fantasmes et craintes du présent qui s'expriment, comme nous le verrons plus tard aussi pendant l'exposé. Donc nos questions de départ se sont ainsi reformées en une triple hypothèse nostalgique qui concerne d'abord les instigateurs et instigatrices du projet, dont Guillaume fait partie. Donc comme une forme de rite de passage vers la trentaine, leur âge, tu nous en parleras si tu veux tantôt. Les participantes exprimant une nostalgie du futur via les cartes, donc où la carte postale devient vraiment un média d'expression. Et troisièmement, une nostalgie portée sur les médias qui est la carte postale, donc les médias en tant que tels. Et à la vue de cette triple hypothèse de la nostalgie, on a combiné en fait différentes approches méthodologiques. Donc effectivement, on a combiné plusieurs techniques et approches qu'on a mis finalement en contribution. Donc je vous les résume rapidement et puis Guillaume prendra la suite après. Donc à partir de l'été 2017, en fait, on a rencontré à plusieurs reprises monsieur à ma droite ici présent, qui est donc l'un des responsables des postes du futur, au cas où on ne l'aurait pas compris, et on a entamé une collaboration de recherche avec lui. Donc on a ensuite étudié avec Katharina les présences web, Facebook et Twitter du projet, en nous concentrant essentiellement sur leur présentation visuelle, sur le contenu proposé, et pour les réseaux sociaux en ligne, sur leur circulation. On a également analysé les principaux outils de communication papier du collectif, à savoir le dossier de presse. Le dossier de presse qui consacre par exemple 15 pages aux artistes sur les 19, ce qui montre quand même l'ambition artistique du projet. On a également regardé le matériel d'accompagnement, notamment le matériel d'accompagnement pour les écoles, puisque le collectif Comptoir Public s'est déplacé dans plusieurs classes de primaire et de secondaire. Ça témoigne aussi de leur façon d'envisager quand même un message aussi intergénérationnel. Et on a sélectionné environ, Katharina et moi à ce moment-là, 150 à 200 cartes postales lors d'une journée qu'on a passée dans les archives en fait, du musée de Pointe-à-Calière, où les cartes postales sont conservées en vue de leur futur acheminement dans 25 ans. Donc voilà, ensuite Guillaume a fait différentes analyses et différentes grilles. Dans la première. Viens là. Voilà. Oui. C'est ça, en fait, quand j'ai approché le CELAT, c'est que je m'étais rendu compte qu'il y avait comme un contenu là-dedans que j'avais envie de partager, puis de creuser un peu plus, puis en discutant, ça m'a amené à faire des analyses d'un échantillon de cartes. Comme on l'a dit, pas pris toutes les cartes, là. On a pris une sélection qui est assez représentative là, à travers les 19 fins de semaine. Donc, l'analyse s'est faite de deux façons. Premièrement, par rapport aux thématiques récurrentes, puis aux destinataires aussi, qui revenaient le plus souvent. Ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il a fait différentes analyses thématiques, différentes cartographies. Il y avait 3 échantillons. Il y a l'échantillon Princeps, en fait, que eux, au fur et à mesure de la récolte, ils ont mis de côté. Donc à peu près 150-200 cartes postales. Ensuite, nous, on a regardé cet échantillon-là avec Katharina, et puis on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne des cartes de façon complètement aléatoire,
c'est-à-dire sans biais ni des concepteurs, ni notre biais à nous qui nous aurait fait choisir. Donc on a pris de façon aléatoire, je sais pas, 1000, je sais pas combien de cartes postales. Et ensuite on est allé à Pointe-à-Calière et là on a fait à nouveau une sélection qui était flottante, mais malgré tout orientée par rapport à ce qui nous intéressait. Donc vous savez qu'il y a ces trois sélections. Maintenant à partir de ça, on va raconter un petit peu ce que nous disent ces cartes-là. Donc ce que nous disent les cartes. Vous les avez mis en ordre hein, après? Ouais. C'est assez long les classer. En ordre de quoi? Ouais, vas-y. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Donc, la majorité des cartes, en fait, mais un peu s'attendre en quelque sorte, c'était quand même l'été à Montréal, puis on est plutôt de bonne humeur. La majorité des cartes sont joyeuses, concentrées sur le cercle restreint de la famille. Elles ne dépeignent que carrément un futur désastreux ou le souhait d'un monde plus diversifié, solidaire, écologique, pacifique, etc. On peut nommer quelques exemples rares, mais qui ne diminuent pas le corpus. Voilà, une carte, c'était écrit en allemand, je vais essayer de traduire vite fait. Qui sait ce que le monde sera en 25 ans? J'espère qu'elle sera meilleure. Donc ça, on a quand même trouvé dans les cartes. Ou encore, j'espère que l'homophobie, le racisme et le sexisme ne seront que des termes techniques qui sont devenus inutiles. Aussi, j'espère que le français soit encore notre langue, d'une adolescente qui ose espérer, etc. Pourtant, c'était l'un des souhaits des instigateurs du projet, d'en savoir davantage sur les imaginations du futur et de ne pas suivre le chemin de la commémoration de la plupart des projets du 375e, comme nous l'a expliqué d'ailleurs Guillaume aussi dans le focus group qu'on a mené ensemble. Donc je cite du coup Guillaume, hein, c'est bizarre parce que tu es à côté de nous, mais il a dit se tourner vers le futur de Montréal plutôt d'aller vers la célébration du patrimoine en tant que tel. Donc c'était ça qui les intéressait de plutôt aller de l'avant. Donc une première typologie, les cartes postales, croisant destinataires et les contenus thématiques, va nous permettre de présenter un peu un portrait d'ensemble des résultats. Donc tout d'abord, c'est la question du quotidien, les amours, la famille et les amis. Donc la plupart des cartes relèvent de l'intime, de la famille, du quotidien. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent en tant que mères à leurs enfants. Mes chers garçons, je vous écris d'un passé pas si lointain, ou encore des personnes à leurs enfants qui ne sont pas encore nés, ou s'ils le sont, témoignent de leur fierté filiale. Les postes du futur, c'est mon fils Guillaume et ses comparses. Je suis fière de vous. Donc c'est un autre Guillaume en l'occurrence. Ils imaginent aussi leur avenir et leur souhaitent une belle vie. Les cartes à l'amoureux sont aussi bien présentes dans le corpus. Chère Sarah, te rencontrer a changé ma vie. 25 ans plus tard, il me tarde de voir la femme qui lit ces lignes. Je t'aime, Sabrina. Ou encore une carte comme ici. On est dans une passe difficile en ce moment. Te rappelles-tu, etc., etc. Je nous vois épanouis, libres et complices et zen. Je t'aime tellement. Mais le PS en bas est intéressant. Si on s'est séparés finalement, va... donc parfois on a bien rigolé aussi dans l'archive. Les cartes d'amitié ne sont pas non plus en reste. N'oublie pas que tu es super, ne fais pas attention aux critiques, etc. Donc des encouragements. Dans ce même registre, d'autres cartes sont écrites par les enfants à leurs parents ou grands-parents ou encore à leurs frères et sœurs. Si vous n'êtes pas Judith, prenez d'abord pour vous ce message, mais surtout cherchez ma fille. Je veux une fois de plus dire je t'aime. Dans ces cartes, les gens écrivent rarement sur le futur de la société. Ils déclarent plutôt les sentiments qui les unissent aux êtres chers et dépeignent l'environnement autour d'eux. L'été, l'ambiance, le temps qu'il fait, ou décrivent simplement le déroulement de leur journée. Aujourd'hui, nous sommes au parc devant chez moi à Anjou, ou encore me voilà sous le soleil de cet été. Il s'agit ainsi de l'usage plutôt classique de la carte postale que vous connaissez, un bonjour d'un lieu de vacances, un témoignage du moment présent, de l'instant vécu. On observe également que les participants posent des questions ou énoncent des adresses très directes sur ces cartes du style « Qu'est-ce que tu es devenu ? Tu fais quoi maintenant ?» ou encore « Je pense à toi ». À titre d'exemple, on est dans une passe difficile en ce moment, ça on avait vu juste avant, ou encore « Serons-nous toujours ensemble ? Serons-nous toujours amoureux ?» Moins nombreuses, mais pourtant significatives, sont les cartes écrites à soi-même, qu'on a appelées les éco-portraits. Voilà. Hello future me, bonjour toi, salut toi, cher toi. Donc les personnes se projettent et pensent à eux dans le futur. Chère Valentina, cette carte, tu ne te souviens pas, a été écrite par toi-même il y a quelques années. J'espère être une vétérinaire maintenant. Dans le même esprit, on trouve aussi des cartes d'affirmation de soi. Je me souhaite une bonne vie, par exemple. Ou encore, je m'adore, je me trouve rigolo et aussi très beau. Ou encore, chère Romy, je suis belle, sportive et généreuse. Souvent en lien avec l'enfance, comme en témoigne ce verbatim. Elles peuvent avoir une coloration plus identitaire en passant notamment par l'affirmation de son orientation sexuelle ou de son genre. Je suis lesbienne, indique par exemple cette adolescente à ses proches.
Enfin, les animaux de compagnie ne sont pas oubliés, et j'ai failli les oublier dans le texte. Ils font partie de ce quotidien en partage. I lived in this house with Yoda, Super Chihuahua, and Pablo Escobar, the evil cat. Messieurs est gros, il miaule moins pour manger, mais il est gros quand même. Mais ici encore, si les compagnons à quatre pattes sont représentés dans le corpus, c'est dans leur présent vivant et non dans une projection de ce qui pourrait être dans le futur en 2042. Et maintenant, on passe à la maison et du lieu de vie. Donc, un des problèmes auxquels on a fait face, c'est les gens, c'est ça, ils se demandaient souvent à qui écrire, puis ah, mais là, dans 25 ans, ça ne sera plus les mêmes personnes au même endroit, moi je vais m'envoyer la carte à moi, fait que là on essaie d'ouvrir comme une bouteille à la mer, tu sais, comment. Puis l'adresse même des participants devenait comme une façon plutôt simple et efficace pour ancrer l'imaginaire puis l'écriture des participants en disant envoyez-la à votre propre adresse, puis comme ça les futurs résidents pourront avoir une trace de ceux qui ont été là 25 ans plus tôt. Donc il y avait voyons, disons des exemples comme « Cher inconnu, je me trouve aujourd'hui à t'écrire sans rien connaître de toi ». Tu sais, c'était souvent des prémices de cartes. Ou sinon, il y avait souvent quelque chose de l'attachement affectif avec le lieu, des traces de vie, des souvenirs du lieu même, comme il y en a un, Bruno, qui écrivait « Là, on est en train de faire rénover la salle de bain en haut. En 2042, combien de pièces auront été rénovées? » Question... Sinon, des petites histoires drôles aussi qui donne un peu un aperçu de l'énergie du lieu, comme du fond des temps, j'espère que vous êtes heureux dans cette maison comme nous l'avons été à notre époque. Ça revenait quand même assez souvent, des trucs plus humoristiques aussi, même un peu angoissantes si vous voulez, comme, je sais pas si c'est ça qui apparaît, là, mais le sous-sol est hanté, c'est bon à savoir. C'est quelque chose comme ça. Là, il y en avait plusieurs. Puis tous les anglophones aussi qui faisaient les blagues. C'est drôle. Ou Dear future residents of the house, if you're still living in this household, get out immediately. Donc, c'est ça. Sinon, à part, mais nous, on y reviendra peut-être un peu plus tard. On avait quand même aussi une volonté d'ouvrir de façon un peu plus large le discours, pas que ça tourne juste autour des gens eux-mêmes. Donc, on essayait d'ouvrir vers des institutions, vers l'espace social, le politique. Donc, comme on était dans le 375e de Montréal, il y avait beaucoup de cartes vers la ville elle-même de Montréal, puis ces différentes institutions, les hôpitaux, les hospices, les musées, les universités, des associations comme les Amis de la Montagne, ouais, l'UQAM. Donc, il y avait des cartes comme « Cher Montréal du futur, je crois que vous devriez faire plus de pistes cyclables » ou « Je t'écris de 2017, c'est une ville extraordinaire. Nous souhaitons que la concentration en études autochtones de l'UQAM perdure » ou encore des cartes à la Maison olympique comme « I hope that when aliens invade Earth, people will still appreciate gymnastics. » Donc, on le souhaite tous, je crois. Sinon, il y avait plusieurs lettres adressées directement à des responsables politiques, comme Madame la mairesse, entre parenthèses, excusez si vous êtes un homme, je suppose qu'en 2042, le féminin sera le genre premier. Ou au ministre de l'Éducation, pourquoi on n'a pas de vacances le jour d'Halloween, d'écrire un enfant? C'est quand même une bonne question. Et sinon, il y avait des demandes là, plus directes à des élus municipaux comme sauver Montréal des écureuils ou, à l'inverse, sauvons les écureuils. Sinon, il y avait beaucoup de cartes aussi de remerciements, parce que dans plusieurs arrondissements où on est allé, il y avait une forte population multiethnique, de nouveaux arrivants aussi. Fait qu'on a eu beaucoup de cartes en lien avec l'immigration, puis l'accueil reçu une fois arrivé à Montréal, au Québec, au Canada. Comme par exemple cette carte-là, « Cher Montréal, comme immigrant, j'ai vécu les meilleures années de ma vie ici et j'ai livré mes enfants à ce qu'ils contribuent au développement du pays. » Ça, on en a eu quand même pas mal. Sinon, il y avait aussi, à l'occasion, quelques itinérants qui ont parlé de
comme l'accueil Bono, l'organisme Execo. Puis ce que les chercheuses ont dénoté aussi, c'est que souvent la ville de Montréal est féminisée. Quand c'est écrit « Cher Montréal, bonjour à toi, ville dans laquelle j'ai habité », tout ça. Donc il y avait cette... si on est de la ville-mère un peu, qui revenait sous forme d'hommage ou avec un ton un peu plus solennel. De l'état du monde à prospective. Ben, c'est ça. Donc, il y avait beaucoup de cartes dans les analyses qu'on a faites qui étaient en lien vraiment avec la mémoire, l'état du monde actuel, où il y avait pas mal de réflexions sur des débats de l'Anthropocène, les réseaux sociaux, la mode, ce qui est en vogue présentement, les préoccupations sociétales vraiment en lien avec l'actualité souvent, comme par exemple « Here are some quick pointers about the current states of affairs ». Là, il listait un peu où on en était rendu maintenant par rapport aux accords commerciaux, par rapport évidemment à Trump, pour ne pas le nommer parce qu'il n'était pas nommé, sur la xénophobie, le terrorisme, l'intelligence artificielle, les préoccupations environnementales. Par exemple, une carte. At this time, smart cell phones are popular and people are using iPhone made by Apple. Peut-être ça va changer, on ne sait pas. Sinon, il y a quand même quelques cartes qui se tournaient vers l'avenir, qui parlaient comme si déjà le futur était atteint, ou qui réfléchissaient sur l'avenir, comme où va le monde en 2042, quelle ampleur prendra la place de la technologie dans nos vies. Ça a été écrit par des primaires, secondaires. Puis, il y en avait quelques-unes qui avaient, comme on disait tantôt, des dimensions prospectives, mais l'intimité de la carte postale ramenait quand même un moment plutôt présent, un peu de cartes qui s'imaginaient, un monde post-internet, post-genre, ou des trucs comme ça. Donc, ce qu'on s'est rendu compte finalement aussi, c'est que notre intention en tant que directeur artistique du projet, qui était de développer un discours autour de prospectif, sur à quoi pourrait avoir l'air Montréal dans le futur. Il y a eu un petit décalage entre la réception et les effets produits, puisque pour déclencher l'écriture, c'est comme si, avec le participant moyen, c'était beaucoup plus simple de ramener quelque chose de très intime, ancré sur un moment présent, que de prendre un temps vraiment de réflexion sur place pour faire un effort d'imagination vers l'avenir. C'est vrai que dans la catégorie de cartes dont parle Guillaume, des cartes davantage à visée prospectiviste ou des cartes qui regardent dans l'avenir, c'est des cartes qui étaient assez peu présentes, mais on en a sorti quelques-unes du lot malgré tout qui étaient intéressantes. On ne peut pas leur octroyer une quelconque représentativité parce que ça serait pas... donc en fait, ces cartes, elles nous ont offert par contre des pistes au questionnement de recherche qu'on avait, et elles nous ont donné des éléments d'analyse qui étaient assez intéressants. C'est des cartes généralement qui sont écrites au présent du futur. Les personnes qui les ont rédigées imaginent la société dans laquelle ils seront en fait dans le monde en 2042. C'est des cartes dont la tonalité est souvent plus légère que celles qui font un état des lieux du présent, parce que le présent est souvent plus tragique. Elles sont même parfois humoristiques, telles que vous voyez là à l'écran, quelqu'un qui prône l'invention du cybertrans phytocalin. Elles sont le plus souvent écrites aussi au présent, ou plus audacieusement, elles sont écrites au participe passé et au participe présent, comme celle que vous devez avoir devant les yeux là, qui était particulièrement poétique. Ce sont par ailleurs des cartes qui, quel que soit le ton ou le style employé, militent pour une autre société. Mais le message contenu peut être parfois totalement décroché finalement des préoccupations du présent. Donc voilà une autre carte qui est adressée à la capitainerie de Montréal et qui met en évidence le manque d'accès au fleuve. Donc pas forcément accroché à ce qui se passe actuellement. Parfois, à l'inverse, elle se repose ces cartes sur les bases du présent pour l'imaginer autrement. Cette autre carte, par exemple, qui est adressée à la Maison du Développement Durable, donc ça c'est moi qui l'ai noté, vous l'avez pas à l'écran. Bravo pour votre leadership et votre avant-gardisme, c'est la Maison du Développement Durable. Maintenant, Montréal a été déclarée la ville la plus verte à l'échelle mondiale. Quel exploit!
Donc, ou encore d'autres cartes adressées cette fois-ci à Radio-Canada. Nous sommes en 2042, le temps a filé, mais le désir de raconter une histoire, des histoires, celle des gens de Montréal, ce désir-là est resté intact. Donc on a différents types de cartes de ce type-là. Enfin, c'est un message en direct du futur, ce qui est différent, revendique du changement pour leur présent de 2042. Donc ce message donc, à l'écran que vous allez voir dans un instant est rédigé donc, au présent du futur et adressé à la mairesse de Montréal. Et il emploie un ton très direct, ça ne va plus, c'est déjà le deuxième ouragan sur Montréal, il faut maîtriser le changement climatique. Donc directement donc, dans un présent du futur. Donc à la différence des catégories précédentes qui jouent sur une nostalgie du futur en convoquant le passé, le familier, le quotidien, l'intime, dans l'expression des craintes et des désirs de l'avenir, cette catégorie de cartes moins représentative a malgré tout une dimension donc prospectiviste, car le passage du présent au futur est clairement au cœur du message, comme l'appel à la fiction raisonnée pour imaginer d'autres types de lendemains. À la lumière donc d'un présent incertain et parfois inquiétant, notre monde, elle nous parle plus de ce qui pourrait advenir que d'un âge d'or passé ou d'un paradis perdu. Elles sont de surcroît politiques, car des scénarios pour le futur sont formulés, lesquels pourraient tout à fait avoir une influence sur le présent pour peu qu'on les prenne au sérieux. Elles sont aussi ces cartes, il y a aussi dans ces cartes en fait, elles contiennent une réflexion aussi sur les technologies de communication et sur les médias en devenir. On peut dire ici en fait que la triple hypothèse qu'on posait au départ de notre réflexion en fait concernant donc la nostalgie des instigateurs du projet, celle des participants et celle véhiculée par le média donc qui est la carte postale, elle se voit partiellement confirmée suite à cette première typologie proposés, mais les résultats, vous allez le voir, ils sont davantage contrastés à d'autres strates nostalgiques qui se sont finalement ajoutées ou superposées, et c'est ce qu'on va voir en fait maintenant. Donc on a aussi envisagé en fait la carte postale comme un support média archéologique et nostalgique du futur. Média archéologique à mi-terme dans le sens où l'archéologie des médias s'occupe principalement des médias oubliés, mais la carte postale est un peu à mi-chemin. Donc c'est un média qui continue à exister, mais qui est quand même moins présent qu'auparavant. Donc les trois ordres de questionnement qu'on avait et qui nous ont guidés concernant la temporalité nostalgique, la carte comme média signifiant et les discours formant un récit contrasté du présent nous permet en fait maintenant de dégager des éléments d'analyse sur le projet des postes du futur en tant que tel. Et on parlera donc de nostalgie anticipée d'un passé qui est en devenir. Qu'en est-il de la nostalgie, notamment celle du futur en lien avec les cartes? Les cartes envoyées aux occupants s'orientent plutôt vers les passés ou situent le présent dans un futur passé. Il y a 25 ans, je suis à la fête du 375e, je pense à vous et mes deux amours de la vie. I'm writing this from the past to arrive in the future, a moment captured in time. I wonder what my 40-year-old self would think about my silly, weird 50-year-old self. Une ambiance nostalgique se dégage ainsi de beaucoup de cartes. Elle n'est pas toujours explicite, mais elle laisse ses traces dans un vocabulaire à tendance nostalgique qui tourne autour de la question de l'attachement au lieu, aux personnes, au temps vécu, et se montre aussi dans la temporalité grammaticale employée. Dans le présent de l'écriture de la carte, on observe une imagination du futur qui pose l'instant au passé qui viendra. Je vous écris du passé, I am writing this from the past. Je vous écris du passé, donc ça revenait vraiment plusieurs fois. Et déjà 25 ans que cette lettre a été écrite. Donc il s'agit donc d'un passé anticipé, un possible sentiment nostalgique anticipé, pas celle du futur comme lieu étant inconnu que l'on souhaiterait connaître, mais plutôt comme un a priori nostalgique de projection dans le futur. La question de l'irréversibilité se pose ici, la confrontation à sa propre finitude, mais aussi l'idée de laisser une trace, un souvenir. Il s'agit de cartes testament en quelque sorte, inspirées de l'idée du legs, qui est revenue aussi beaucoup dans l'échange qu'on a eu dans le focus group. D'ailleurs, la carte écrite par Guillaume Duval, qui est à ma gauche, témoigne de ses caractéristiques. Donc, tu avais commencé à écrire une carte, je ne vais pas la lire en entier, on ne l'a pas affichée là aujourd'hui, mais bonjour, je m'appelle Guillaume Duval, fils de Claude. En 2017, j'ai créé un projet de carte, etc. Donc, tu as toi-même écrit une carte à ce moment-là qu'on a trouvé par hasard. Qu'on a trouvé dans les 10 000 cartes. Dans les 10 000 cartes. Voilà, ben oui, c'est pas du tout numérisé dans l'archive, juste pour vous dire. Bon. La nostalgie s'insinue donc dans la façon dont les cartes s'écrivent, mais se noue aussi à la perspective 2042, à la projection vers ce futur à l'échelle du quart de siècle. Les postes du futur instaurent un espace-temps de suspense de 25 ans. Pour certaines, cette pause est courte et sera probablement vécue. C'est le cas des instigateurs et des instigatrices du projet, alors que d'autres savent qu'au contraire, ils ne seront plus là. Durant le focus group, on a pu constater que dans l'horizon de la vie du collectif, ces 25 ans se greffaient sur les cartes comme un événement que l'on désirait vivre, une nostalgie assez explicite de ce qui viendra, aussi grâce à ce projet dans lequel ils se sont particulièrement investis. Dominique Blanc, une des artistes
qui a fait une carte postale, nous a raconté que son père octogénaire a lui aussi rempli une carte, en toute conscience qu'il ne serait alors plus là. Et parmi les cartes analysées se trouvent d'autres qui ont conscience de leur future disparition. Cette carte a été rédigée en 2017. Je t'écris de loin, je ne suis plus dans ce monde, je suis là dans ton cœur, mamie. La question de la finitude et de l'irréversibilité du temps est habituellement plutôt un indicateur pour la nostalgie orientée vers le passé. Dans notre cas ici, un passé qui est projeté vers le futur et imaginé, parfois désignant que la personne ayant écrit la carte ne sera plus. En revanche, une nostalgie du futur qui trouve ses origines dans le passé et le présent est l'objet de la carte postale en tant que telle, comme support médiatique, mais aussi une nostalgie ou imagination des technologies de communication que l'on a passablement trouvées dans les cartes. Ouais. Simplement un mot, j'ai oublié lors de la présentation des méthodologies, vous parlez du focus group, donc je vais simplement dire un mot. On a fait un focus group qui était, c'était en mars dernier, donc il y a quelques mois, on a fait un focus group avec donc Guillaume qui était là, un autre instigateur du projet, Antoine Baudouin-Gentès, une postière, Audrey Leblanc, et deux artistes de deux générations différentes, Hugo Bergeron et Dominique Blin. Donc c'était un moment important pour nous et c'est l'analyse de focus group nous a énormément apporté. Donc effectivement l'artiste Hugo Bergeron, donc, qui en faisait partie, a dit justement sur la carte postale c'est à la fois un genre et un code. À ce titre, elle devient l'objet de la nostalgie, mais aussi le support pour imaginer les technologies de communication du futur ou encore pour constater celles du présent. Et c'est donc finalement l'objet qui devient le point de cristallisation de la nostalgie et beaucoup moins finalement le contenu de la carte qu'on vous montre depuis tout à l'heure, qui semble davantage dans les formes d'une nostalgie dans le futur qui concerne le passé et non dans l'imagination nostalgique d'une utopie ou dans le monde de futurité d'une prospective comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Ce double rôle finalement de la carte postale comme genre et comme code est intéressant car elle est d'abord l'objet nostalgique des instigateurs et des instigatrices du projet, Antoine et Chloé notamment, qui sont, tout comme l'artiste Dominique Blin dont on a parlé, des collectionneurs et des collectionneuses de cartes postales. Je vais citer Antoine lors du focus group. Donc c'est juste après, je vais le lire en même temps. Si on pense au futur, on pense à la technologie, à quelque chose de technologique. On s'imagine toujours un futur comme quelque chose de très magnifié, les voitures qui volent. Et on a regardé des visions futuristes il y a 50 ans, et justement, par rapport à aujourd'hui, c'est complètement exagéré. Puis on s'est dit, dans 25 ans, cela va être notre vie, mais justement un peu différent donc. C'est ça qu'on ne voulait pas être dans quelque chose d'une image cliché du futur. Donc on se disait que la carte postale est intéressante. Et on s'est dit qu'en 25 ans, c'est sûr que les écrans vont avoir pris encore plus de place et qu'il y aura quelque chose de vraiment nostalgique comme artefact d'avoir une carte postale. Dans 25 ans, tu sais juste que l'on retrouve des papiers du passé avec le vieillissement. Le truc, il y a toujours une espèce de nostalgie, d'émotion. Et on se dit, ah, au niveau de la mise en scène de l'expérience, de voir cela en papier, émotivement, c'est beaucoup plus fort. Donc, la question de la matérialité se pose donc à ce moment-là, justement. Il s'agit de la nostalgie de l'analogique, la nostalgie de l'écriture. Mais Antoine, donc, va plus loin aussi. Pour lui, il s'agit aussi d'une façon de contrer, finalement, le progrès technologique. Je le lis encore. Une de nos réflexions initiales, c'était le propre de l'aliénation technologique par rapport à notre vie d'aujourd'hui. Puis, on se disait que l'on pourrait créer un projet 2.0 avec des iPads et tout le monde pitonne des affaires. On voulait vraiment revenir à quelque chose de papier, de manuscrit. Une écriture manuscrite, c'est intéressant, les gens écrivent à la main. Effectivement, les gens étaient beaucoup désemparés de reprendre un crayon. C'était super difficile pour eux de ne pas taper. La carte postale, c'était aussi l'idée de s'éloigner de la technologie pour être dans quelque chose de plus papier, plus artisanal. Effectivement, la carte postale, elle est palpable, elle ne s'évapore pas. A priori, elle semble plus authentique que d'autres formes de communication, a priori. Donc, au lieu d'imaginer le futur via des moyens de communication plus récents, elle devient l'objet et l'écran de projection, mais aussi en quelque sorte le symbole de l'esprit du temps présent, qui n'est pas toujours en concordance avec le progrès et la vitesse des communications. Donc, la carte, en fait, porte en elle cette première fonctionnalité, tout en s'insinuant dans une continuité médiatique, montrant à nouveau qu'un média plus ancien coexiste avec d'autres. Par ailleurs, une confiance s'installe ainsi vis-à-vis de l'archive, avec la conservation en fait, des cartes à Pointe-à-Cayère, qui, comme un serveur informatique, sauvegardera ces traces du temps pour le futur, mais aussi une confiance en l'institution, qui Post Canada, qui devra acheminer ces cartes. Est-ce qu'il y aura alors donc des postes du futur? Ça, c'était une des cartes d'ailleurs qui était envoyée à Post Canada. Post Cher, êtes-vous toujours là en 2042? Voilà. Que ce soit sur un mode personnel ou collectif, les cartes sont aussi des questions adressées au futur. Son propre futur, celui des siens, de sa ville, de sa société, de son monde. Et c'est en ce sens aussi que les participants se posent la question de l'écriture, font état des technologies de communication et des médias du temps présent.
Ça, c'était aussi sur les posts sur Facebook qu'on trouvait la même chose. Et ici, bah, c'est un exemple parmi plusieurs où les gens en fait interviennent sur le fait qu'ils s'attachent aux SMS ou encore qu'ils s'imaginent via cet ancien support de la carte postale des nouvelles formes de communication. On a beaucoup de cartes. Aujourd'hui, c'est Facebook, c'est Samsung Galaxy, c'est l'iPhone, etc., etc. Voilà. Oui. Donc on va conclure en quelques mots, quelques réflexions. Ce que cette forme de nostalgie amène à nouveau, en fait, c'est l'idée du legs dont on a parlé il y a un instant. On espère être lu plus tard, on espère laisser une trace matérielle de soi, tangible et palpable, mais aussi laisser une trace mémorielle plus diffuse que l'écriture, du style au contenu va restituer. Donc il ne s'agit pas simplement de communiquer, mais bien de transmettre, finalement au rythme lent du trajet de la carte postale qui va s'acheminer vers son destinataire, grâce à la poste. Dans le cas des postes du futur, il s'agit davantage d'une notion de transmission personnelle, centrée, comme on l'a vu, sur la famille, sur les amours, sur les amis, avec quelques messages d'espoir aux institutions que l'on respecte. Mais il y a très peu de cartes, finalement, qui témoignent d'un futur relevant de l'imagination d'un monde inconnu dans lequel on aurait envie de se projeter. Et donc le support de la carte postale demeure en effet cette écriture vernaculaire, quotidienne, intime, voire banale, qui ne se destine pas de façon naturelle à imaginer un futur incertain. Donc on a un autre exemple ici. Mais bien à projeter dans l'avenir le portrait d'un présent immédiat, de ses craintes et de ses aspirations. Dans une forme du passé, une nostalgie anticipée du futur qui s'exprime par une nostalgie instantanée du présent qui contracte en elle le passé, l'instant et l'avenir. Et c'est probablement le média qui est la carte postale qui fait partie de ceux qui peuvent provoquer et maintenir les nostalgies proches ou lointaines du futur, des souvenirs en advenir. Bon, parfois McLuhan a raison, le médium et le message, bon, il n'en a pas toujours raison. Et on va laisser en fait le moment de conclusion à Guillaume. Voilà. Je vais nous parler des futurs, des cartes. Voilà. Ben, en fait, parler du futur, des postes du futur, c'est aussi un peu répondre à la question pourquoi je suis ici, parce que je trouvais que sur le lot de cartes qu'on avait ramassé, puis au début, un peu naïvement puis spontanément, on ramassait des cartes qui avaient des tempes vertes ou rouges pour savoir est-ce qu'on peut rendre la carte publique ou non. Puis c'était pour nos réseaux sociaux, faire la promotion du projet. Puis à force de lire les cartes que les gens voulaient bien nous laisser lire, je me suis rendu compte qu'il y avait un contenu sensible vraiment intéressant, ce qui graduellement m'a amené à mettre de plus en plus de cartes de côté dans l'éventualité d'un livre qui ferait le trait d'union entre 2017 et 2042 pour le 400e de Montréal, puis qui permettrait de rendre compte un peu du portrait que ces cartes-là dressent des Montréalais, Montréalaises en 2017. Donc, je suis dans la préparation de ça, d'où l'analyse aussi des cartes, ça m'a beaucoup aidé là-dedans. Puis, fait que là, on est en train de préparer ça. Puis, on a eu la chance aussi d'être approché par d'autres institutions publiques comme le Musée national des beaux-arts de Québec qui voulaient qu'on adapte le projet pour leur cas. Puis là, il y a comme d'autres propositions en ce sens-là qui s'en viennent. Donc, il y a comme un attachement assurément au médium de la carte postale et à cette volonté-là, on dirait, de laisser une trace tangible de soi ou en tout cas de sa mémoire vers l'avenir. Donc, en 2042, pour ceux qui seront toujours à Montréal, restez à l'écoute puisqu'il va y avoir une redistribution des cartes, puis il va sûrement avoir un événement autour de ça. Donc, c'est un rendez-vous en 2042. Merci.